Fabienne Pousse, qui est présidente de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Orléans, qui a exercé des fonctions de juge d'instruction dans pas mal de juridictions, en particulier Outre-mer pendant un certain nombre d'années, et qui a été doyen des juges d'instruction de Paris, et qui en particulier s'est occupé des affaires de génocide et de crimes contre l'humanité. Et Bruno Cesareo, qui est avocat, pénaliste, docteur en droit, docteur en sciences politiques, professeur associé dans cette faculté de droit et créateur et directeur scientifique du formulaire que tous les pénalistes connaissent, qui est le formulaire commenté de procédure pénale des éditions Lamy. Donc, bravo pour ce travail. Et je ne sais pas comment vous... Alors, vous avez 20 minutes à deux, en principe. Hein. Voilà. Papa. Merci. Je voudrais remercier d'abord Madame Agneau-Moizard pour son très beau plaidoyer, très vibrant. Si le protocole impose que la magistrature ait toujours la prééminence sur le barreau, Madame Pousse, présidente de la Chambre de l'instruction, a souhaité néanmoins faire de la résistance. Et je serai donc amené à prendre la parole en premier. Je déclenche mon chronomètre pour vous dire qu'en matière pénale, tout est vulnérabilité. Car cette branche du droit nous le rappelle systématiquement. La vulnérabilité physique de la victime, bien sûr, mais également celle de l'auteur. La vulnérabilité juridico-économique, ensuite, sans oublier la vulnérabilité morale. Si les autorités législatives et judiciaires font de la vulnérabilité un principe univoque, la mise en place de ce principe dans le droit pénal crée, à tout le moins, des solutions équivoques. Dans cette première partie que je dois traiter, je vais tenter d'approcher le principe. Et tout d'abord, la vulnérabilité générée par le processus judiciaire. Pensons à la victime. Avant jugement, lors de l'infraction, puis à la suite de celle-ci, dans le cadre des examens médicaux qui peuvent se révéler indispensables, du dépôt de la plainte et de son accompagnement, de l'enquête et des auditions, de l'instruction éventuelle, puis de l'audience avec la possibilité malheureuse de raviver une situation douloureuse. Après le jugement, et ensuite face à l'accès à l'indemnisation qui n'est pas simple. Je crois que mon excellent confrère Andréane Saccaz, Mme Blatoni, en parlera dans un instant. La complexité de notre système indemnitaire induit nécessairement la vulnérabilité des victimes qui ne savent pas à qui s'adresser si elles ne sont correctement entourées. Le plus simple, ne serait-il pas d'ouvrir un fonds unique d'indemnisation? Parlons de l'auteur ensuite. Les règles complexes de l'interpellation, flagrance ou non, les alternatives aux poursuites, l'attente du jugement et après l'audience, la possible incarcération avec sa brutalité inhérente à la privation de liberté elle-même, la complexité incroyable des remises de peine automatiques ou non, des critères de libération conditionnelle engendrent, là encore, par leur complexité même, leur lenteur et les enjeux, une vulnérabilité certaine pour l'auteur des faits, sans parler des violences en détention. Le témoin, enfin, qui se voit accorder un statut protecteur en rapport avec une éventuelle vulnérabilité. Pour autant, au-delà de ce processus judiciaire, parfois dénoncé comme vulnérant, l'évolution du droit pénal traduit une volonté d'intégrer dans l'arsenal répressif la circonstance de vulnérabilité, en la prenant en compte, en l'encadrant juridiquement et en réprimant en conséquence les infractions pénales qui s'en nourrissent. Que nous dit le droit ? Tout d'abord, je crois qu'il est nécessaire
d'évoquer la prise en compte accrue du sort des victimes d'infractions pénales. Une observation. Jusqu'à peu, l'article préliminaire du Code de procédure pénale se contentait de faire une référence aux droits des victimes sans en donner de définition. L'ajout d'un troisième sous-titre par la loi du 17 août 2015 relatif aux droits des victimes traduit une volonté du législateur contemporain d'ouvrir un champ d'intervention accru à la victime dans le procès pénal. La notion de vulnérabilité elle-même est évoquée à maintes reprises dans le Code pénal à travers la dénomination de personne particulièrement vulnérable. Le particulièrement ajoute au terme de vulnérabilité. Mais qui est vulnérable et qui est particulièrement vulnérable? La loi est plutôt taisante à ce sujet. L'absence de définition légale n'aide guère le juriste, de sorte que, majoritairement, la notion doit être analysée in concreto. En définitive, la jurisprudence confond les deux notions de vulnérabilité et de particulière vulnérabilité. Comment pourrait-il en être autrement, alors même que le Code pénal ne semble pas faire de distinction précise à ce sujet? Cependant, la doctrine et la jurisprudence fournissent le matériau utile pour préciser la place du vocable dans notre droit pénal comme circonstance aggravante de certaines infractions, comme élément constitutif de certaines autres infractions, comme principe de défense d'une catégorie professionnelle, je viens de le rajouter, et comme cause d'exemption. Voyons ensemble la vulnérabilité comme circonstance aggravante de l'infraction. En matière d'homicide volontaire, alors que le meurtre simple est puni de 30 ans de réclusion criminelle, au visage de l'article 221.1 du Code pénal, le meurtre commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou l'état de grossesse est apparent ou connu de l'auteur est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. L'aggravation est systématiquement rappelée en matière de violence volontaire, en matière de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel. Observons enfin que le mineur est systématiquement considéré comme une personne vulnérable puisque chaque infraction commise à son endroit, s'il a moins de 15 ans, fait l'objet d'une aggravation prévue dans le Code pénal. Voyons ensuite la vulnérabilité comme élément constitutif de l'infraction. L'article 223.15.2 du Code pénal a créé, vous le savez, le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, qui est puni de 3 ans d'emprisonnement et concerne, je cite, « soit une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pression grave ou réitérée ou de techniques propres à altérer son jugement pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. » Vous en conviendrez avec moi, il s'agit là d'une véritable tentative de définition de la particulière vulnérabilité. Le deuxième paragraphe, d'ailleurs, de cet article vise spécifiquement les sectes. Autre groupement, en ces termes, ce sera ma dernière citation, lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. L'élément matériel, car nous sommes juristes avant tout, l'élément matériel de cette infraction peut être défini par le résultat de l'acte lui-même. L'auteur a agi pour conduire ses victimes à un résultat déterminé. Ce résultat, qu'il soit d'ailleurs un acte ou une abstention, doit avoir pour conséquence d'être gravement préjudiciable à la victime. Alors, quoique l'article 223.15.2 ne définisse pas l'acte,
ce qui laisse en définitive une grande marge d'appréciation au juge du fond quant au sens qu'il convient de lui donner. Pour autant, il pose en principe que l'acte frauduleux est un préalable à l'infraction. Alors en ce qui concerne l'élément moral, évidemment, l'abus frauduleux est une infraction intentionnelle dans la mesure où l'auteur a voulu spécifiquement profiter de la situation de faiblesse de la victime. Je devrais encore, mais je dois faire court, évoquer les discriminations qui sont prévues à l'article 225.1, qui peuvent être considérées comme une forme de lutte engagée par le législateur contre la vulnérabilité, l'abandon de famille, que je ne dois pas oublier, et enfin, la remise en question du principe de l'immunité familiale en matière de vol. Vous savez qu'il n'y a pas de vol entre parents, mais l'article 311-12 du Code pénal nous enseigne que cela n'est plus applicable, ce principe d'immunité, lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime. Évoquons maintenant la vulnérabilité comme principe de sanction à l'égard d'une certaine catégorie de consommateurs. Voilà qui est bien intriguant. Si notre colloque avait eu lieu la semaine dernière, je n'aurais pas inséré ce point, a priori surprenant, dans mon propos. Mais la pénalisation, le 5 avril dernier, du recours à la prostitution participe, me semble-t-il, à une nouvelle piste sur la vulnérabilité. En effet, notre législateur semble vouloir édicter un principe de vulnérabilité prédéfini à l'encontre de certains consommateurs, et ce, au profit des travailleurs du sexe. Cette loi qui met, entre autres, un terme au délit de racolage passif et qui instaure une amende de 1 500 € à 3 750 € en cas de récidive, nous intéresse parce que notre législateur, me semble-t-il, ce sera peut-être le sujet d'une thèse, monsieur le doyen Leroy, ce texte vient, me semble-t-il, d'insérer dans le code pénal une catégorie professionnelle prédéfinie comme vulnérable. À suivre. Il me reste à parler de la vulnérabilité comme élément d'exemption. Le délit de vol procure également la possibilité de rappeler l'état de nécessité, qui est une création jurisprudentielle, puisque l'article 122.7 du Code pénal n'évoque pas directement cette notion. Même s'il devient difficile, j'en sais quelque chose, de plaider l'état de nécessité en matière de vol alimentaire, puisque plus personne, concrètement, ne semble mourir de faim en France, cet obstacle à la répression reste possible en revanche, et par exemple pour le vol d'éléments de chauffage. Il existe un risque de confusion entre les notions de vulnérabilité et de victime. J'arrive à la fin de mon propos. Si l'on souhaitait énoncer toutes les infractions du Code pénal qui semblent de près ou de loin avoir un rapport avec la vulnérabilité, on pourrait s'apercevoir que parfois la notion de vulnérabilité peut être le synonyme du terme même de victime. Par exemple, le chantage, prévu à l'article 312-10 du Code pénal, met en lumière la vulnérabilité de la personne dont la menace de révéler les faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération lui impose de céder au maître chanteur. Curieusement, en matière d'abus de confiance, le Code prévoit une aggravation, 7 ans, lorsqu'il est commis au préjudice d'une personne vulnérable. C'est l'article 314-1. Or, cette infraction porte bien son nom. C'est la confiance qui est trahie, et la vulnérabilité peut en apparaître comme son corollaire. Étonnamment, aucune disposition sur la vulnérabilité ne figure en matière d'abus de biens social ou de banqueroute. Les associés d'une société seraient-ils, par définition, inaptes à être déclarés vulnérables? Il s'agit là d'une piste de recherche intéressante. En définitive, à bien comprendre, on doit supposer que le législateur a voulu imprimer dans le Code pénal une aggravation systématique des peines lorsque l'infraction concerne des personnes vulnérables. Il a également voulu créer un délit spécifique de vulnérabilité et, depuis 3 jours, une catégorie de travailleurs déclarés a priori vulnérables. Enfin, de façon redondante, le législateur a inscrit le principe même des discriminations comme un délit pénal. C'est donc à partir de ces sources qu'il convient de trouver une définition générale de la notion de vulnérabilité pénale.
Merci beaucoup. Fabienne, vous poursuivez. Oui, mais merci beaucoup, Nicole. Alors, je vais prendre la suite. Moi aussi, j'ai introduit une phrase que je n'avais pas prévue jusqu'à il y a 2 jours d'introduire. On entend bien? Ça va? Je n'ai pas besoin de forcer le ton. C'est vrai que ce premier quadrimestre de 2016 est riche en matière pénale d'événements marquants. Il y a la loi sur la pénalisation de l'achat d'actes sexuels, mais il y a aussi la réintroduction de l'inceste depuis le 14 mars 2016 dans notre droit pénal, et c'est pas rien, ça. Et enfin, les récentes mesures prises pour un meilleur échange d'informations entre les institutions judiciaires et éducatives pour prévenir les agissements pédophiles. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps. C'est dire si le thème qui a été retenu pour ce colloque est prégnant en droit pénal, et j'en remercie tous ceux qui l'ont pensé et qui ont anticipé cette actualité brûlante. Ainsi que vient de le démontrer Maître Césaréo avec son talent et son efficacité, tant de juriste que de pédagogue, nous avons bien compris à présent que l'institution judiciaire, dans sa version pénale, tend au-delà des aléas procéduraux et organisationnels à s'ouvrir aux fragilités des publics qui en constituent la raison d'être, en tentant de définir les contours d'un concept d'une vulnérabilité pénale. Toutefois, aucun acte transgressif ne ressemble à un autre. Chaque auteur, chaque victime réagit à sa façon. Chaque territoire sociologique, socio-économique et géographique porte en lui sa diversité. De sorte que derrière ce concept de vulnérabilité dans son acception singulière, la matière pénale est en réalité pétrie de vulnérabilité plurielle, parfois concurrente, voire contraire, issue de ces diversités mêmes. Ce sera le premier point de mon propos. Donc le passage de cette vulnérabilité singulière à ces vulnérabilités plurielles. Du coup, notre droit positif, nos règles procédurales, notre jurisprudence et nos pratiques absorbent, endossent, traitent et digèrent avec un inégal résultat ces sources de vulnérabilité plurielle. J'aborderai cette question dans un deuxième point. Et puis en troisième lieu, notre droit pénal essaie de répondre à ces vulnérabilités plurielles par d'autres voies que la définition et la poursuite des infractions. Le champ exploratoire en la matière demeure vaste. Je n'aurai pas le temps de l'aborder aujourd'hui parce que nous sommes très contraints dans un temps extrêmement surveillé, mais il sera, rassurez-vous, abordé dans les actes du colloque, ce qui réduira notre frustration à tous. Alors, dans un premier temps, je vais donc parler de ces vulnérabilités plurielles. Elle a 13 ans, elle est assise dans l'escalier, elle pleure sans faire de bruit. Elle est orpheline de mère, vouée à une vie misérable, elle est arrivée du Bénin avec sa tante. Il y a déjà 2 ans, en quête d'une vie meilleure. Depuis, elle dort sur une méchante paillasse à même le sol, et de 6h à 22h, elle pourvoit au confort de ses cousins. Ils sont 9. Ménage, repassage, serpillage. Elle n'a jamais été scolarisée et son passeport a disparu le jour même de son arrivée. Il aurait bien aimé, mais il n'a jamais réussi à apprendre à lire et à écrire. Et voilà que depuis que son père est mort, ces deux-là, qui lui avaient promis monts et merveilles, se sont installés chez lui. Ils ont vidé le frigidaire et puis le livret d'épargne. Et puis maintenant, il n'a plus rien. La vieille dame était charmante. Dans le quartier, on l'aimait bien. Hier, dans la rue, elle s'est fait arracher son sac. Ses jambes ne sont pas bien solides. Elle en est tombée. Sa tête a heurté le bord du trottoir. Elle est toujours charmante, la vieille dame.
mais comme on dit, là où ils l'ont emmené, à présent, son pronostic vital est engagé. Il vient d'être condamné pour la 3e fois par la cour d'assises. Cette fois, il a pris très cher. Ce n'est pourtant pas sa faute. Ce petit Boisin cherchait à vouloir toujours jouer avec lui et à réclamer des bonbons. Et puis, papa aussi le lui mettait bien dans les fesses quand il le faisait dormir avec lui. Le bébé avait 3 mois et demi, pas encore de dents, mais déjà 14 fractures. Il en est mort. Il arrive de Calais. Trop chaud la jungle. Il n'a pas de toit. Il les a vus près de la gare. Ensemble, ils ont bu. Il ne sait plus comment ça a commencé, ni exactement où il a pris le couteau. Mais ce matin, l'inspecteur lui a dit que l'autre, il est mort. Vous l'avez compris, autant d'individus, autant de situations tristement semblables, en cela qu'une vie a chaque fois été ravagée par une autre vie. Pourtant, ces situations diffèrent les unes des autres, en ce que la source de vulnérabilité à laquelle l'auteur s'est abreuvé pour abuser, spolier, anéantir sa victime est chaque fois éminemment singulière. Les vulnérabilités pénales, à l'instar des fragilités et des faiblesses auxquelles elles renvoient, sont donc plurielles. Cela relève du simple bon sens. Les grands dogmes révolutionnaires de l'autonomie de la volonté, de la liberté individuelle et de l'égalité de tous les citoyens, qui ont à la fois fondé et abreuvé à la source notre droit pénal contemporain, ont été revisités par les idées de défense sociale nouvelles. Ainsi que l'a dit Benoît Hérault tout à l'heure, les politiques publiques contemporaines dans le domaine de l'action sociale, de l'insertion, de l'accès au logement, de l'accompagnement des handicapés et des malades en fin de vie, tendent à un double objectif d'autonomisation-protection des personnes en situation de grande vulnérabilité qui les inscrivaient autrefois dans une situation de dépendance familiale, caritative ou institutionnelle et les condamner de fait à une forme de mort sociale. À cela, ajoutons les progrès de la médecine qui, à pareil, appliquent des traitements et prolongent l'espérance de vie. Le droit pénal est matière vivante, évolutive et perfectible. Ces évolutions se font bien souvent en miroir des grands courants sociétaux et de l'évolution des politiques publiques. De sorte que l'émergence de la réalité plurielle des vulnérabilités issues de ces situations sociétales nouvelles a progressivement influé sur notre droit qui s'en est emparé au fil des grandes réformes pénales contemporaines. J'en arrive au deuxième point de mon intervention. Que fait le droit pénal de toutes ces vulnérabilités plurielles ? Eh bien, pour bon nombre d'infractions, le fait criminel est caractérisé par des données objectives univoques, extrinsèques à la qualité de la victime. Par exemple, le vol, c'est clairement l'appréhension de la chose d'autrui, quel qu'il soit. Il en va de même pour de nombreux crimes et délits, tels que le viol, les agressions sexuelles, les violences, les actes de torture et de barbarie, la traite des êtres humains, le proxénétisme, l'exploitation de la mendicité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, l'abus de confiance, les destructions, les dégradations, etc. En ce cas précis, les particularités propres à la victime ne sont prises en compte qu'au stade des circonstances aggravantes, au même titre que certaines circonstances matérielles, telles que l'usage de violence, l'usage d'une arme ou la bande organisée en matière de soustraction frauduleuse, ni plus ni moins. Parmi les circonstances aggravantes, celles qui s'attachent aux victimes, on le voit bien, visent toutes à les reconnaître dans leur fragilité particulière et spécifique, qui est en réalité le symptôme de leur vulnérabilité commune, mais qui prend sa source dans des réalités différentes et parfois relatives. Réalités différentes, un exemple. Être vulnérable parce qu'enceinte, c'est différent d'être vulnérable parce que mineur ou conjoint de l'auteur maltraitant. Réalité relative. Être enceinte constitue un état temporaire,
la plupart du temps, être paraplégique constitue un état permanent, malheureusement. En tout état de cause, ces vulnérabilités victimaires, prises comme circonstances aggravantes, ne conditionnent pas la caractérisation de l'infraction pour son principe seulement en ces circonstances aggravantes. Il en va bien autrement en ce qui concerne bon nombre d'autres infractions dont la caractérisation même dépend pour partie de la preuve du socle infractionnel univoque, mais pour partie également et nécessairement de la réalité d'une vulnérabilité dont la caractérisation est, elle, bel et bien à géométrie variable selon la catégorie d'appartenance de la victime présumée. Pour exemple, l'abus de faiblesse que nous a rappelé Maître Césaréo il y a un instant. Certains des éléments constitutifs liés à la vulnérabilité sont en principe objectivables. Ils peuvent être démontrés sans difficulté. Je parlais de l'état de grossesse, la minorité, qui est une cause de vulnérabilité en soi dans le droit fil de l'ordonnance de 1945. En revanche, la vulnérabilité du majeur ne caractérise l'infraction d'abus de faiblesse que si elle est particulière, à raison des critères qui prêtent à discussion à un double titre. En premier lieu, à partir de quel âge, de quel degré de déficience, de maladie, d'infirmité, de caractéristiques 1m40, 1m60, 1m70, 40 kg, 50 kg, 60 kg, constitue-t-on une cible vulnérable et pour quel type d'infraction? En second lieu, pour tous les critères de particulière vulnérabilité autres que la minorité, la connaissance que l'auteur a pu ou non en avoir donne le plus souvent lieu à contestation et complique considérablement la charge de la preuve de l'ouvrier pénaliste, qu'il soit au parquet, à l'instruction ou à la correctionnelle. La Cour de cassation a considéré qu'en se référant à l'âge d'une victime de viol, en l'espèce c'était une dame de 70 ans, connue de l'auteur, sans préciser en quoi cet âge la mettait dans une situation de particulière vulnérabilité, une chambre de l'instruction n'avait pas justifié sa décision de renvoi devant la cour d'assises du chef de viol aggravé par la circonstance de particulière vulnérabilité. S'agissant de la circonstance de maladie, la Cour de cassation a estimé à propos des infractions poursuivies contre une femme qui s'était fait remettre des chèques et épousée par un homme hospitalisé décédé peu après, que le consentement devait s'apprécier à la date de l'acte indépendamment des manifestations antérieures de volition du malade, qui avait pourtant clairement exprimé en l'occurrence, à l'époque où il jouissait de toutes ses facultés et de toute sa santé, que telles étaient bien ses intentions. Ces décisions sont emblématiques des difficultés d'appréciation des vulnérabilités dans leur accession plurielle en droit pénal, particulièrement lorsqu'elles constituent la condition préalable d'incrimination pénale spécifique, telle que celle de l'abus de faiblesse. La question de l'âge se pose essentiellement pour le grand âge, faute de définition de seuil chiffré, comme il en existe pour les mineurs. La chambre criminelle se refuse à exiger l'existence d'une vieillesse pathologique, pourtant, elle ne censure pas les décisions de condamnation ou de renvoi en jugement qui s'y réfèrent expressément. Et il lui est par ailleurs arrivé de retenir comme dimension de vulnérabilité liée au grand âge des éléments étrangers à la médecine et à la psychiatrie, tels que l'isolement social et l'insécurité affective. On peut se demander jusqu'où elle est susceptible d'aller. De même, s'agissant du consentement du malade, il n'est pas toujours aisé de dégager les éléments qui vont permettre de dater le basculement pathologique après lequel, indépendamment des actes de volition antérieurement manifestés, les actes seront susceptibles de relever de l'abus de confiance, de faiblesse. L'adjectif particulière accolé à vulnérabilité, particulière vulnérabilité, introduit la confusion et renvoie, qu'on le veuille ou non, à une appréciation nécessairement subjective. L'évaluation du degré de fragilité de la victime relevant de l'appréciation du juge du fond, n'existe-t-il pas dès lors un risque qu'un même état engendré par un âge avancé ou une maladie
puisse, selon le magistrat saisi, être appréciée diversement. On ne peut que s'interroger sur la conformité de cette exigence légale d'une vulnérabilité particulière au principe de légalité, et l'insécurité juridique qui est susceptible d'en découler est également de nature à nuire au principe de l'égalité, cette fois-ci, devant la loi. Quoique les juristes considèrent unanimement que la prise en compte des situations de fragilité ou de faiblesse dans leur diversité contemporaine va dans le bon sens, pour autant, certains d'entre eux se montrent favorables à une amélioration de la rédaction de cette circonstance de particulière vulnérabilité, tantôt constitutive, on l'a compris, tantôt aggravante d'infraction pénale. Une telle réécriture viserait à consolider utilement la protection des personnes vulnérables tout en sécurisant les poursuites dans un souci du respect du principe de l'égalité. Alors, j'avais prévu d'intervenir aujourd'hui, mais je pense que j'ai épuisé le temps qui m'était imparti. Voilà, un petit peu. Donc, je voulais juste vous dire que le droit pénal est extrêmement créatif, qu'il réfléchit à des solutions, que parmi ces solutions, il y en a deux qui ont été mises en place. Une première, c'est l'allongement de la prescription, qui pose tout un tas de problèmes techniques, parce que faire la preuve d'un fait 20 ans après, c'est parfois compliqué, et mon travail en matière de génocide et de crimes contre l'humanité au Rwanda me l'a prouvé, mais c'est une piste très intéressante comme reconnaissance implicite de la vulnérabilité. Et puis il y a une audience qui est l'audience des personnes reconnues démentes, qui relève précisément du champ de la Chambre de l'instruction, audience que j'ai découverte avec un grand scepticisme, parce que je me demandais comment on pouvait faire une audience avec des démons. Et en fait, je me suis aperçue qu'en termes de résilience pour les victimes, c'est absolument fondamental et que c'est un exercice passionnant. Et puis, il y a des pistes qu'il convient d'explorer beaucoup en matière technique, en reconstitution, on fait intervenir des légistes, des experts balistiques. Pourquoi ne céderait-on pas pour éviter une double violence en matière de confrontation de la présence d'experts, psychologues, psychiatres, voire d'administrateurs ad hoc avec un rôle accru? Comment ne penserait-on pas une réécriture des statuts d'auteur-victime, de victime-auteur, ou d'auteur et victime en même temps, je pense à l'abusé qui devient abuseur. Ce sont autant de questions qui ouvrent un champ exploratoire considérable, mais ne vous inquiétez pas, vous y aurez droit dans les actes. Je me dépêche pour finir. En conclusion, quoi qu'il en soit, la prise en compte des vulnérabilités pénales des victimes comme des auteurs, on l'a vu tout à l'heure par notre édifice répressif et par les dispositifs pénaux français, ne saurait s'affranchir de deux réalités. Vous savez, quand l'avocat et le juge s'allient, c'est une catastrophe parce qu'ils deviennent très revendicatifs. Deux revendications. En premier lieu, toute remise en question de l'aide juridictionnelle met à mal le principe d'égalité des citoyens devant la loi, rappelé par la déclaration, c'est un lapsus révélateur, par la Déclaration universelle des droits de l'homme et le principe du procès équitable gravé dans le marbre de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Penser le contraire relèverait d'un doux angélisme. Cette question n'est pas étrangère, loin s'en faut, au traitement pénal que notre société réserve à ces publics vulnérables. Deuxième revendication, celle du juge maintenant. En second lieu, la vulnérabilité a un visage, l'être humain. Elle a un ennemi, les moyens de la justice. Ne nous y trompons pas. Lorsque les professionnels et les moyens mis à leur disposition sont insuffisants, obsolètes ou inadaptés, que les contentieux explosent, que les délais de traitement des procédures s'allongent, que les experts ne sont plus payés, que l'aide juridictionnelle n'est plus conçue comme l'évidence de la solidarité, au point que le ministre de la Justice lui-même parle d'une justice sinistrée, en état d'urgence, à bout de souffle, c'est-à-dire elle-même vulnérable, ce ne sont pas seulement des mauvaises manières qui sont faites à la justice de notre pays,
mais avant tout aux plus démunis et aux plus vulnérables de nos concitoyens. Merci et désolée d'avoir dépassé.